D'abord, j'aimerais remercier la Sven Provence de me donner l'opportunité de vous présenter un sujet qui m'est cher, hein, les radioisotopes, et en plus à usage médical. Donc, je vais essayer en 1 heure de balayer les aspects production et donc les aspects enjeux. Donc, un point important, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et puis tout ce que je vais raconter, ça n'engage que moi. J'ai structuré ma présentation comme suit. Je vais d'abord vous présenter quelques notions pour, on va dire, pour certains béotiens qui sont dans la salle. Je vous parlerai des utilisations à usage médical, essayer de vous donner un panorama de cette utilisation. Et puis, un enjeu fort, je vous parlerai des chaînes d'approvisionnement. C'est assez fondamental, vous verrez qu'il y a beaucoup de chaînes d'approvisionnement, elles sont toutes bien particulières. Et puis, on viendra sur la production proprement dite des radioisotopes et on pourra parler d'abord des aspects production par accélérateur et, dans un second temps, production par réacteur. En lien avec ça, je vais mettre en avant les enjeux de santé publique qui sont très importants. Enfin, je ferai un point sur les autres enjeux et quelques considérations. Et puis, j'essaierai de conclure cette présentation. Donc, en fait, je voulais vous présenter quelques notions dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que c'est un isotope? Donc, un isotope, c'est un atome qui contient le même nombre d'électrons et de protons, mais qui peut avoir un nombre de neutrons différents. Donc, en fait, c'est assez fondamental et vous allez suivre ça tout au long du talk. Ce qui est donc important, c'est que ces isotopes, du fait qu'ils ont le même nombre de neutrons et de protons, le même nombre d'électrons et de protons, ils vont avoir des propriétés chimiques identiques. Hein, donc, la chimie sera identique. Par contre, comme ils pèsent plus lourd, la physique sera différente. Donc, c'est grâce à ça qu'on pourra les différencier. Je vais beaucoup parler évidemment de radioisotopes. Donc, simplement, un radioisotope, c'est un isotope qui est radioactif, c'est-à-dire qu'il est dans une position instable et il veut revenir à la stabilité. Et pour ça, il va émettre un rayonnement, une particule. Donc, ayez bien ça en tête. Il y en a des centaines, voire des milliers d'isotopes. Donc là, vous avez une figure bien connue. La partie centrale, avec on voit les nombres de neutrons et les nombres de protons. Donc la partie centrale en noir, c'est tous les isotopes stables. Et tout ce qui est bleu et orange, ce sont tous les isotopes qui sont donc des radioisotopes, ils sont instables. Et donc, ils n'ont qu'une envie, c'est rejoindre la courbe noire de façon à être stable. D'autres notions importantes dont je vais beaucoup parler pendant ce talk, c'est l'activité spécifique. Donc l'activité spécifique, c'est finalement la qualité produit du radioisotope. C'est combien y a-t-il de becquerel, hein, un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Combien y a-t-il de becquerel dans une unité de masse? D'accord. Un petit rappel, radioisotope, radioactivité. Donc il y a une période radioactive pour ces radioisotopes. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour que finalement la quantité d'atomes soit diminuée par 2. Et donc là aussi, un point important, ça peut varier dans des ordres de grandeur assez phénoménaux. Donc ça peut être une centaine de minutes pour le fluor 18. Vous allez en entendre pas mal parler de celui-là. Ça peut être 66 heures pour le molybdène 99, aussi une star des radioisotopes à usage médical. Et puis, vous avez déjà entendu parler d'iode, c'est environ 8 jours. Et puis, bon, l'uranium, avec l'uranium 238 qui a 4,5 milliards d'années, quasiment finalement l'âge de la Terre. Et puis l'uranium 235, isotope fissile d'uranium qui est eu à 700 millions. Donc tout ça, ça va mettre en avant des choses particulières, c'est que finalement, ils sont radioactifs, donc quand on va vouloir les produire, on va avoir une chaîne d'approvisionnement, une supply chain, qui va être très particulière, puisqu'en fait, on va produire le radioisotope, et puis à partir du moment où on va le sortir, eh bien, on va commencer à perdre le produit. Donc c'est vraiment une denrée périssable. Et donc vous voyez par exemple pour le fluor 18, en fait, on en perd la moitié toutes les 2 heures. Donc il faut vraiment aller très vite si on veut que ça finisse
dans les centres médicaux, dans les services de médecine nucléaire des hôpitaux. Et donc, à cause de ça, finalement, chaque radioisotope aura une chaîne d'approvisionnement bien spécifique. Il y en a qui on va devoir les emmener rapidement, d'autres on pourra les stocker, les traiter, etc. Enfin, dernière notion, c'est la notion de section efficace. Donc, je vais vous présenter quelques slides où je parlerai de section efficace. La section efficace, en fait, c'est en fait une grandeur physique qui est reliée à la probabilité qu'il se passe une réaction nucléaire pour disons, une interaction avec une interaction d'une particule bien particulière. Donc, il y a une unité un peu barbare qui s'appelle le barn. Vous voyez, c'est en 10 puissance moins 24 cm², donc c'est une surface, et c'est vraiment très petit, 10 puissance moins 24 cm². Voilà. Donc, ça, c'est des données que vous verrez au cours de ma présentation. Donc là, je vais attaquer, si on peut dire, la partie utilisation dans le domaine médical. Donc la première utilisation que je dois vous présenter, c'est celle qui est in vivo, c'est-à-dire qu'on va injecter dans le patient un produit, et donc là, dans ce cas-là, ça sera un produit radiopharmaceutique. Ce produit radiopharmaceutique, il peut être injecté à des fins diagnostiques ou à des fins thérapeutiques. Ça peut être pour soigner les cancers, là, pour les aspects thérapeutiques, ou ça peut être aussi pour, par exemple, des soins palliatifs, des douleurs articulaires, hein, ou au niveau des douleurs osseuses, ça peut permettre de résoudre ces problèmes de douleur. Donc, ce médicament radiopharmaceutique, en fait, il est constitué de deux parties importantes. D'un côté, le radioisotope, le traceur radioactif, qui pourra être produit soit par un réacteur, soit par un cyclotron, c'est ce que vous voyez sur la gauche de mon schéma. Et ensuite, en fait, ce traceur radioactif, il est connecté avec un vecteur. Et ce vecteur, en fait, c'est là où il y a toute la science de la pharmacie et de la biologie. Ce sont des molécules pharmaceutiques ou des molécules biologiques qui, elles, vont aller in vivo sur l'organe qui sera visé. Donc, cette molécule ira dans l'organe visé et elle emmènera avec elle le radioisotope. Et ça permettra donc de positionner à l'intérieur du corps le médicament radiopharmaceutique. Donc ça, on injectera ce médicament radiopharmaceutique donc pour des aspects diagnostiques. Ce sera donc des diagnostics avec un objectif d'imagerie fonctionnelle. En fait, il va s'agir de voir comment fonctionne l'organe. Il ne va pas s'agir d'avoir une très très haute résolution. Ça ne va pas être comme un scanner où on va chercher une résolution millimétrique, où on mesure la densité. Ça va être comment fonctionne l'organe. Et c'est ça qui va donner des informations à l'équipe médicale. Et puis pour l'aspect thérapie, c'est aller positionner le médicament radiopharmaceutique dans l'organe visé, voire dans la cellule visée. Une autre application, c'est l'application in vitro. Donc là, c'est un peu le contraire. On va vous prélever des cellules, on va les cultiver, et en fait, pour tracer comment se passe la culture, quelles cellules se développent, est-ce qu'il y a des cellules tumorales ou pas, on va finalement injecter au début de la culture des radioisotopes, et puis une semaine après, on pourra mesurer la croissance, par exemple, de telle ou telle cellule. Dernière utilisation, c'est en fait une utilisation d'irradiation, plutôt avec des sources scellées. Et là, ça va servir soit à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire on va faire des rayons, donc radiothérapie externe. On va viser un organe, mais par l'extérieur, essayer de focaliser au maximum le faisceau. Voilà, donc ça va être ce qu'on a, par exemple, des traitements au cobalt. Et puis on peut aussi, 60, et on peut aussi utiliser ces sources scellées à des fins de stérilisation d'équipements. L'idée, c'est vous bombarder de rayonnement gamma issus d'une source, des équipements, et dans ces équipements, vous allez tuer tous les germes. Et donc, en termes bactériologiques, votre équipement deviendra sain. Donc, sur les aspects diagnostiques, je vous ai déjà parlé d'imagerie fonctionnelle, imagerie
moléculaire. Là, on a l'exemple d'une machine qu'on trouve très fréquemment en France, c'est dans 200 services de médecine nucléaire. Donc, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de la tomographie à émission monophotonique. Et pour ça, en fait, on va utiliser. Est-ce que vous voyez la souris là? Non, vous ne l'avez pas. On va utiliser le technétium 99 métastable. Donc, l'exemple que vous voyez sur la gauche en bas, on voit différentes vues d'un squelette. Et en fait, l'objectif là, c'est on a injecté dans le patient du technétium 99 avec une molécule qui va aller se coller sur les cellules métastases osseuses qui sont plutôt plus actives que les autres. Donc là, on voit que le patient, enfin la vue de gauche est plutôt saine, mais on voit que la vue à l'extrême droite est pleine de petits points le long de la colonne vertébrale notamment, et donc ce patient est plein de métastases osseuses. Donc là, typiquement, vous avez un diagnostic, vous faites un contrôle PSA, les PSA sont montés, il faut suivre. En fait, souvent, vous partez faire une scintigraphie osseuse pour vérifier si vous n'avez pas déjà des métastases osseuses. Si vous n'avez pas de métastases osseuses, tout va bien. Si on a, on passe à autre chose. Donc ça, il y a environ 250 000 examens en France tous les ans. L'examen que je présente en bas à droite, c'est un examen du muscle cardiaque dans sa globalité. Donc en fait, on va injecter un produit qui va aller se positionner dans le muscle cardiaque. Ce produit va emmener le technétium 99 métastable. Et qu'est-ce qu'on voit? Finalement, on a des coupes du muscle cardiaque. Le muscle cardiaque, il est circulaire, cylindrique. Donc vous voyez complètement en bas, on a des beaux cercles orangés. Ça veut dire qu'on a une bonne circulation sanguine dans l'ensemble du muscle cardiaque. Tout va bien. Le muscle cardiaque n'est pas du tout atteint. Par contre, juste au-dessus, on voit qu'il y a les deux flèches présentent finalement un peu de bleu. Ça veut dire que cet aspect bleu marque qu'il n'y a pas d'arrivée de sang. Donc ça veut dire que ponctuellement, là, il y a un problème au niveau du muscle cardiaque. Donc généralement, quand on a ce résultat-là, on part faire une coronographie et potentiellement, il y a pose de stent. Donc typiquement, cet examen-là, 300 €, oui, non. Si c'est oui, vous êtes bon pour 5 ans. Si c'est non, coro et derrière peut-être stent. Voilà. Donc, donc vous avez compris, le technétium 99 métastable, en fait, on peut l'utiliser avec tout un paquet, sur tout un paquet d'organes en fonction des produits finalement biologiques qu'on va connecter. Donc pourquoi le technétium 99 est si intéressant? Parce qu'il a une chimie très favorable à l'obtention de ces médicaments radiopharmaceutiques. En termes de rayonnement, il est super sympathique parce qu'il est mono-énergétique, c'est-à-dire on sait ce qu'on va chercher. Donc on cherche une raie gamma à 140 keV, super cool. Période courte, 6 heures, pardon. Donc globalement, je dirais après 3 jours, vous ne faites pas sonner les alarmes à l'entrée de Cadarache. Et puis, c'est pas cher, je vous ai déjà parlé de quelque chose à 300 € l'examen, ce qui est très raisonnable. Maintenant, je vais vous parler de thérapeutique. Donc la thérapeutique, c'est toujours pareil, on va positionner dans le corps un médicament radiopharmaceutique. Et donc là, il y a quelques années, vraiment, il y a eu l'étude NETTER-1 qui a été finalement le début d'une certaine, du début de l'explosion des possibilités des aspects thérapeutiques liés aux radioisotopes. Là, en fait, simplement, donc sur la figure de gauche, on voit qu'on peut allier le radioisotope à un peptide. Donc cette radioisotope et ce peptide, ça forme un radiopharmaceutique et on va aller injecter ce radiopharmaceutique au sein dans le système vasculaire. Et là, il va aller se positionner, non pas sur un organe, mais il va aller se positionner sur les cellules cancéreuses qui sont capables de recevoir ce peptide. Donc on va aller mettre le radioisotope sur la cellule cancéreuse et pas sur celle d'à côté qui n'est pas cancéreuse. Donc si vous positionnez le radioisotope au contact de la cellule cancéreuse, vous la tuez et vous ne tuez pas les cellules d'à côté. Donc ça permet un traitement vraiment vectorisé, très précis.
La figure ça marche. La figure de droite, vous voyez qu'en fait, sans radiothérapie, on voit que finalement, au bout de là, on a en fait 25 mois. Au bout de 25 mois, ben, on avait 10%, grosso modo 10% de survivants. Et bien là, au bout de 25 mois, 60% des gens ne meurent pas. Donc c'est quand même un super résultat. Et ça a été le démarrage de ces types de thérapies. Et maintenant, c'est en cours. Donc, un terme important, radiothérapie interne vectorisée. S'il y a un truc à retenir aujourd'hui, un des trucs à retenir, radiothérapie interne vectorisée. Donc derrière ces premiers essais cliniques et ce démarrage, il y a vraiment eu plein d'autres essais qui ont été faits. Donc là, on est dans le cas d'un cancer relativement fréquent, le cancer de la prostate. On est dans le cas des cancers, on a eu retrait de la prostate, mais le cancer a été métastasé un peu partout. Donc, vous voyez le patient ici, donc on est en décembre 2014, taux de PSA près de 400 nanogrammes par millilitre, et vous voyez pas mal de traces de métastases. Donc là, on a utilisé le gallium-68 pour faire donc là, on est dans du diagnostic. On utilise une molécule qui va se positionner sur les métastases liées au cancer de la prostate. Donc là, en décembre 2014, suite à ce diagnostic, il décidait de se lancer dans une thérapie. Et donc, en fait, on va finalement, au lieu d'injecter 150 mégabecquerels, on va injecter 600, on va finalement injecter 6000 becquerels, 6 gigabecquerels de lutetium-177. Et donc, finalement, là, on a le T0 de la thérapie. Ce qui se passe, c'est qu'en février 2015, le patient revient et on voit qu'il y a quand même eu un sacré effet. Donc, on décide, vous voyez, les PSA sont passés de près de 400 à un peu moins de 10 nanogrammes. Donc, donc ça veut dire que le traitement marche. Donc, on lui remet un petit coup on lui refait une injection. 2 mois après, ça marche encore très bien, ça a encore baissé, il n'y a quasiment plus de traces. Et puis 6 mois après, 2 mois après, en juin, on fait un diagnostic de contrôle et la personne est guérie. Donc là, c'était vraiment important parce que on guérit les gens du cancer de la prostate. Vous voyez aussi le marché derrière. Donc ça sauve des gens et il y a un super marché derrière. Donc le marché s'est mis en action. Et en fait, les essais cliniques ont avancé et finalement, depuis quelques mois, on a l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui s'appelle le Pluvicto, qui permet de traiter ce type de cancer de la prostate métastasé. Et donc, ça va permettre de faire avancer les traitements de ce type-là. Alors, il n'y a pas que la prostate, il y a aussi plein d'autres choses, notamment des cancers qui sont positionnés dans des endroits où c'est très difficile d'aller les chercher au niveau chirurgical. Donc là, il y a par exemple des cancers qui s'appellent les glioblastomes. Et là, très récemment, ça date d'une semaine, il y a une société allemande qui a commencé un essai de phase 1, donc toujours avec le lutetium-177. Donc vraiment, la science, elle est finalement dans la molécule qui s'appelle la ITM-32. C'est elle qui va aller se positionner dans la cellule cancéreuse. Et donc, ils vont essayer de voir ce que ça peut faire. Donc, essai de phase 1, ça veut dire quelques dizaines de patients. Après, il y aura l'essai de phase 2, c'est plutôt quelques centaines. Phase 3, et après, mise sur le marché. Donc, ça prend pas mal de temps pour arriver à une mise sur le marché, mais pas mal d'espoir. J'ai été chercher les chiffres là, chez Léon Bérard. Vous voyez, c'est quand même 20% des tumeurs cancéreuses. Donc, il y a 3500 cas en France tous les ans. Et puis, le taux de survie, il est très faible, 5%. Donc, vraiment, si ces médicaments, si ces radiomédicaments marchent, on pourra soulager pas mal de personnes. Voilà, donc il y a plein d'utilisations dans le domaine médical, vous avez compris. Diagnostic, thérapie, voilà, et ça peut être produit. J'y viendrai plus tard, mais en fait, quand c'est stabiloté en
en fluo, ça veut dire que c'est produit par les réacteurs, et quand c'est pas stabilité, c'est produit pour les accélérateurs. Donc là, un message important, il n'y a pas vraiment de concurrence accélérateur-réacteur, c'est plutôt de la complémentarité. Sur quelques radioisotopes, les deux peuvent faire, mais en général, c'est très très complémentaire. Donc il faut que les deux se développent pour que vraiment on avance dans cette production de radioisotopes à usage médical. Une autre application un peu plus punchy, on va dire, là, vous avez une tumeur cancéreuse, ce n'est pas un glioblastome, elle est dans le cerveau, vous ne pouvez pas la traiter chirurgicalement, donc on va finalement, ce qu'on va essayer, c'est de faire des rayons très 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 focalisés. Donc en fait, on va positionner dans une demi-sphère 192 sources très intenses de cobalt 60, et donc ça va permettre vous voyez, donc là vous avez la coupe, vous positionnez les petites sources, et donc c'est très collimaté, et donc vous allez pouvoir, après des calculs, après des vérifications, aller essayer de positionner sur la tumeur que vous ne pouvez pas enlever de façon chirurgicale, le rayonnement. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas archaïque du tout, hein, c'est très technologique, et c'est en train de se développer. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, pour faire finalement ces petites sources là, qui sont sur la gauche, je vous ai présenté finalement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a deux enceintes, en fait on a trois petits conteneurs, et au sein de ces petits conteneurs, on a des toutes petites pastilles là, que vous voyez, qui sont millimétriques, et c'est ça qu'on va irradier dans le réacteur, et ensuite on va les prendre, les mettre dans les différents tubes, etc. Donc c'est aussi un travail d'orfèvre, mais fait dans un réacteur. Enfin, voilà. Toujours sur le cobalt 60, stérilisation. Donc là, on a des équipements et on ne veut pas qu'il y ait de germes dessus. Donc finalement, c'est un peu comme dans le temps les fraises. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques dizaines d'années, avec des accélérateurs, on passait les fraises dans des accélérateurs, il n'y avait pas de germes, et comme ça, vous pouvez les garder une semaine plutôt que 2 jours. C'est un peu la même chose. Là, c'est typiquement plutôt axé vers les produits médicaux. Si on vous pose un stent, il aura été irradié avant parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de germes dessus. Les gants, etc. etc. Donc, il y a une installation à Marseille qui fait ça. Hein. Donc, en fait, vous avez plein de sources gamma cobalt 60, et ce sont des palettes entières qui rentrent. Et comme en fait, il n'y a pas besoin de déballer, hein, puisque de toute façon, le rayonnement gamma, ça traverse l'emballage. Et donc, voilà, et ça tourne, ça passe pendant 1 heure, et puis derrière, ça sort, il n'y a plus de germes dedans. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de palettes qui passent tous les jours. Voilà. Une petite planche sur le même sujet, mais plutôt sur l'actualité. Donc, il y a nos amis canadiens qui produisent énormément de cobalt 60, hein, et ils font ça dans leurs réacteurs, les Candu. Et donc, eux ont fait pas mal de pubs, notamment au niveau du Covid, puisqu'ils étaient en capacité à stériliser les écouvillons et les milliards de paires de gants qui ont été utilisés à l'époque. Et ils continuent de le faire. Voilà un peu pour les utilisations. Maintenant, je vais vous parler de la chaîne d'approvisionnement, et puis je vais venir à l'aspect production. La chaîne d'approvisionnement, donc, alors, sur la gauche, vous avez finalement les cibles. Donc, il faut des cibles, il faut des irradiateurs, réacteurs ou accélérateurs. Et puis, une fois que ça sort des irradiateurs, il faut finalement aller extraire et purifier le produit. Alors, il faut l'extraire, le purifier, enlever toutes les impuretés. À partir de ce moment-là, vous avez un jus bien pur, on va dire, et celui-ci va quitter finalement le domaine pur et dur nucléaire pour aller vers le domaine pharmaceutique et devenir radiopharmaceutique. Et là, l'industrie pharmaceutique va pouvoir y coller les bonnes molécules. Et une fois que ces bonnes molécules seront collées au radioisotope, ça fera le médicament radiopharmaceutique. Et ce médicament radiopharmaceutique, il pourra être envoyé à l'hôpital pour
traiter les patients ou les diagnostiquer. Ça peut être fait, cette étape de collage médicaments pharmaceutiques et radioisotopes, elle peut être faite dans certains cas à l'hôpital. Voilà. Et toute cette chaîne, des fois, elle doit durer quelques dizaines de minutes et des fois, elle peut durer des mois, voire des années si on parle par exemple du cobalt 60. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais m'appuyer dans le reste de ma présentation. Donc, premier focus sur les accélérateurs. Donc, sur les accélérateurs, je vais essayer de vous présenter rapidement le principe. J'ai fait un choix, je ne parlerai que des cyclotrons. C'est majoritairement les cyclotrons qui sont utilisés pour faire des radioisotopes. Avec ça, vous avez 95% de la production. Je vous parlerai des caractéristiques du marché des cyclotrons, je vous parlerai de son déploiement, et puis je vous parlerai d'un radioisotope important qui est le fluor 18. Pour celui-là, je vous présenterai la production, la chaîne d'approvisionnement et les enjeux de santé publique, et puis certains enjeux liés aussi au fluor 18. Production par cyclotron. En fait, c'est super simple. Vous avez une marmite, vous créez, on va dire, vous créez un ion positif, un proton ou un deutéron, et puis il est dans un champ électrique ou magnétique adéquat, et petit à petit, vous allez l'accélérer. Donc, il commence tout doucement, et puis il tourne, et puis il s'accélère, s'accélère et s'accélère. À chaque fois qu'il passe, vous voyez, dans la partie bleue, il prend un petit coup d'accélérateur. Bon, et en fait, plus il s'accélère, plus il part vers l'extérieur. Et puis, à un moment donné, il sort. Et là, une fois qu'il est bien lancé, vous lui mettez une cible en face. Et boum, il tape. Et puis, si vous avez bien choisi la cible et bien l'énergie du proton, vous obtenez ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est relativement simple. Celui que je présente sur la photo de gauche, il fait environ 3 mètres de diamètre. Vous voyez, c'est quelque chose à échelle humaine. Les caractéristiques des cyclotrons, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt des particules. On accélère plutôt des protons, des deutérons. Ce qui est important comme caractéristique, ça va être l'énergie des particules. Donc, c'est en millions d'électronvolts. Et chaque cyclotron, finalement, a une gamme de fonctionnement. Donc, on va finalement utiliser tel type de cyclotron parce qu'on veut aller chercher tel type de réaction pour créer le radioisotope. Une donnée qui est importante, c'est finalement, vous créez un courant. Plus le courant est important, plus vous avez des chances de créer beaucoup de radioisotopes sur la cible. Donc, le courant, il peut être important, mais il reste quand même mesuré. C'est des centaines de microampères. Évidemment, plus l'énergie est haute, plus vous avez des difficultés à avoir des courants importants. Et puis, il y a énormément de fabricants et avec des gammes de produits. Donc là, j'ai cité tous les fabricants, mais bon, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que vous gardiez, des gammes importantes, de la flexibilité en fonction de ce qu'on cherche à produire. Quelques exemples, donc quelques images, donc voilà, donc des cyclotrons plutôt de faible énergie, là on monte jusqu'à 15 millions d'électronvolts, et puis si c'est plus gros, là 70 millions d'électronvolts, vous voyez, on est quand même sur un diamètre qui doit faire 6-7 mètres. Alors, c'est quand même des machines qui créent pas mal de rayonnement, hein. Donc, on fait pas ça dans son salon. On installe ça dans des installations où on a tout autour, finalement, on a le cyclotron. Tout autour, on a des murs en béton. Et puis, ce qui sort du cyclotron, on a plusieurs lignes qui peuvent sortir parce que, quitte à faire tourner des particules et à les accélérer, si on veut produire 2, 3, 4, 5 types de radioisotopes différents, il faut 2, 3, 4, 5 types de cibles. Donc, finalement, il y a des aiguillages qui vous permettent d'envoyer le faisceau sur les cibles adéquates. Voilà. Donc ça, en général, les installations sont conçues comme ça. Un autre exemple, là, c'est d'une société belge, IBA. Donc là, c'est une grosse babasse, hein, vous voyez, 70 millions d'électronvolts. Donc pareil, un schéma avec une installation mur en béton, et puis derrière, pas mal de possibilités d'envoyer le faisceau. Là. Donc c'est ce qui est dessiné plutôt avec les petites boîtes marron. Marché du cyclotron médical, en fait, c'est un marché qui est finalement structuré avec beaucoup d'outils de production. Au niveau de la planète, il y en a environ 1300 des cyclotrons. Donc il y a un marché finalement
pour avoir produit ces 1300, puis un marché de la maintenance de ces cyclotrons. C'est un marché qui est plutôt en expansion. Là, j'ai les chiffres 21-27. Les prévisions, c'est de l'ordre de 9% par an, donc c'est un marché quand même en expansion. C'est quand même un marché modeste, hein, puisqu'on arrive à un chiffre annuel de 300 millions de dollars. C'est pas fabuleux, mais bon, c'est quand même des niches qui peuvent vivre très bien, et il y a différents fabricants qui vivent là-dedans. Le déploiement en France, en fait, on a 31 cyclotrons en France. On en a 3 à Marseille. Il y en a 2 au Cérimed, donc juste derrière la fac de médecine. Et il y en a un vers Saint-Jérôme. Ils sont un est piloté par la société Curium. Les 2 autres sont du Cérimed, sont la société 3A, qui a été rachetée il y a quelques années par Novartis pour la modique somme de 4 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'à Marseille, on produit finalement, on a de quoi produire, et on va produire dans toute la région sud, voire il paraît jusqu'en Catalogne. Voilà, donc certains de ces cyclotrons peuvent être dédiés à la recherche. Ce n'est pas vraiment le cas pour nous dans le sud, mais voilà. Il y a un cyclotron qui est quand même remarquable, dont il faut parler. C'est le cyclotron Nantes-Aronax, où c'est vraiment un cyclotron qui fait et production et recherche. C'est un cyclotron qui peut monter jusqu'à 80 millions d'électronvolts. Et tout autour de cette machine, il y a un cluster médical, pharmaceutique, recherche, innovation qui a été créé. Quelque part, ça peut être un exemple pour nous, la région sud, de créer autour de toute petite production de radioéléments, finalement tout un écosystème radiopharmaceutique. Au niveau de l'Europe, bon, là, tous les petits points blancs, c'est des cyclotrons, donc vous voyez, il y en a plus de 200. Donc maintenant, je vais vous parler principalement, avec ces cyclotrons, on peut produire du fluor 18. Donc le fluor 18, c'est le principal radioisotope pour la tomographie à émission de positons. Donc vous avez entendu parler des scintigraphies avec technetium. De l'autre côté tomographie à émission de positons, c'est le fluor 18 qui est utilisé. Donc je vous rappelle une période radioactive relativement courte, 110 minutes. Et en fait, le fluor 18, dans 97% des cas, il se désintègre en bêta+. Donc, si vous arrivez à injecter le fluor 18 dans le patient, il va y avoir un phénomène d'annihilation avec un électron du milieu. Et donc, il va y avoir deux photons de 511 keV qui vont partir d'un point, un dans un sens, un dans l'autre. Si vous mettez un détecteur qui envoie un, il va chercher qu'est-ce qui arrive de l'autre côté. Paf, il le trouve. À tel moment, il l'a trouvé. S'il l'a trouvé à tel moment, ça veut dire qu'il est venu de ce point-là et pas de ce point-là dans l'organe. Donc ça va permettre, en faisant de la détection finalement par coïncidence sur ces 2 photons de 511 keV, d'avoir vraiment avec précision l'endroit d'où viennent ces photons. Et donc, on va avoir une très bonne localisation. Après, je vais vous expliquer comment on peut amener le fluor 18 dans l'organe. Comment on produit le fluor 18? Alors, il y a 2 réactions. Je vais faire un focus uniquement sur celle qui utilise l'oxygène 18. Donc, l'oxygène 18, vous savez que l'oxygène, c'est plutôt 16. L'oxygène 18, c'est un isotope stable de l'oxygène, mais qui a 2 neutrons de plus. Et donc, en fait, on va finalement, ce que je vous ai raconté, cyclotron, oxygène 18, on tape dessus avec un proton, P, et il y a un neutron qui se barre, et donc, du coup, ça fait fluor 18. Et alors là, on voit les sections efficaces. Donc, je reviens avec mes histoires de Barn, là, section efficace, la chance que potentiellement, ça puisse se produire, cette réaction. Donc là, on est avec des millibarns, donc c'est très petit, et on voit que là, c'est l'énergie du proton incident, et on voit que ça marche bien dans la zone 5 à 10 MeV. On voit que si on a une énergie plus basse, on ne produira rien,
Et on voit que si on a énergie à 20 MeV, ben, ça ne sert à rien parce qu'on a très peu de chances que ça se passe. Donc, l'optimisation du cyclotron en fonction du produit qu'on veut, dans ce cas-là, c'est le fluor 18 à partir de l'oxygène 18. Enjeu de santé publique. En France, donc ça, c'est les données de la Société française de médecine nucléaire. Vous avez finalement le nombre d'examens tomographie émission de positons faits par an. Donc en 2021, c'est le dernier point, on était un petit peu moins de 600 000, un petit peu moins de 700 000, on était à 650 000. On voit une constante évolution. Voilà, donc c'est important, c'est quelque chose. Il y a eu un déploiement non seulement des cyclotrons, mais des caméras TEP qui a été fait dans les hôpitaux, dans les services de médecine nucléaire. Et donc, ça continue de grimper, et c'est utilisé de façon massive dans les hôpitaux. Un examen TEP, c'est 800 à 1000 euros. Voilà. Donc, là, vous avez, pareil, données de la Société française de médecine nucléaire. Le gros rond orange en bas à gauche, en fait, ce sont les examens qui sont faits fluor 18. Et alors là, on va y coller du glucose. Alors, pourquoi du glucose? Parce que, en fait, si on veut chercher les cellules cancéreuses, vous savez que les cellules cancéreuses, elles sont très actives. Donc, elles sont actives, elles ont besoin d'énergie. Si elles ont besoin d'énergie, elles ont besoin de sucre. Donc, si vous injectez du sucre avec du fluor, qu'est-ce qu'il va faire, le sucre? Il va aller se poser là où il y a le plus de besoins, c'est-à-dire sur les cellules cancéreuses. Et donc, vous allez pouvoir détecter les cellules cancéreuses. Donc, c'est c'est ce qui a fait le succès finalement du fluor 18, c'est sa capacité à pouvoir se coller au sucre. Et ensuite, on injecte ça et on détecte les cellules cancéreuses. Il y a d'autres possibilités. D'utiliser le fluor 18 avec des molécules un peu plus innovantes, un peu plus ciblées, la choline, la FCH ou la dopamine. Bon, mais c'est des examens, vous voyez, qui se développent, mais autant on est à 600 000 avec le sucre, la FDG, on est plutôt à 40 000 ou 10 000 avec la dopa. Voilà. Et quelque chose que vous pouvez garder en tête, vous voyez qu'il y a un petit GA en gris, 1,5% des examens, avec Dotatot et PSMA. PSMA, vous retrouvez la prostate. Hein. Alors, dans 5 ans, je vais revenir faire cette présentation. Je pense que ce petit rond gris sera aux alentours de 200 ou 300 000. Donc, c'est le gallium 68. Donc, ça sera la deuxième star de la TEP dans 5 à 10 ans. Le fluor 18 va rester là, mais le gallium 68 va monter en régie. OK. Supply chain. Alors là, je vous présente cette supply chain parce que c'est quand même un enjeu pour moi. On voit qu'on a finalement, vous voyez au milieu là, donc quand c'est bleu, c'est plutôt en Europe. Hein, le bleu pâle, là, c'est des trucs qu'on trouve en Europe. Donc les hôpitaux sont en Europe. Et on a Curium 3A là, qui a ses sites et pas mal de sites avec pas mal de cyclotrons. Mais il faut la donnée... il faut la source, il faut la cible. Et la cible, c'est l'oxygène 18. Et là, on voit que finalement, les sources d'oxygène 18, elles sont plutôt japonaises, américaines, israéliennes, sud-africaines. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu d'indépendance nationale et européenne. En plus, cet enjeu, il est assez remarquable puisque, en fait, l'oxygène 18, son enrichissement naturel, c'est 0,2%. Hein. Voilà, donc on a besoin de l'enrichir pour pouvoir produire plus de fluor 18 avec la bonne activité spécifique. Et donc voilà, donc il y a un enjeu. Donc là, on est un peu light, on va dire, au niveau national et au niveau européen. Donc il faut travailler ces sujets-là. Un autre enjeu qui est beaucoup plus opérationnel, en fait, comme vous avez 110 minutes de période, il faut produire la nuit et puis lancer les camionnettes à 5 heures du mat et être dans les services de médecine à 7 heures. Donc, c'est ce qui se passe souvent à Marseille, hein, au Cérimed. Quand c'est pour Nice, ils partent à 4 heures du mat et quand c'est pour aller à Marseille intramuros, c'est à 6 heures, etc. Donc, des enjeux importants de chaîne d'approvisionnement, production quotidienne. C'est pas possible de faire des stocks. Hein, c'est des choses importantes à garder en tête.
Donc, toujours ma petite photo, ma petite planche chaîne d'approvisionnement. Donc maintenant, je vais vous parler des réacteurs. Réacteurs, j'ai eu envie de vous parler des réacteurs électrogènes de puissance parce qu'ils jouent un rôle. Réacteurs de recherche, donc il va y avoir principalement les réacteurs d'irradiation. Pour faire un break, je vais vous passer un petit film. Je vais vous parler de deux façons de faire des radioisotopes avec un réacteur. La fission, production. Un autre petit film, je vous parlerai du réacteur Jules Horowitz, sa chaîne d'approvisionnement et les enjeux associés. Des enjeux de santé publique assez importants. Donc là, on sera quand même pas mal dans le diagnostic avec le technétium 99 métastable. Et puis après, je vous parlerai de capture neutronique avec un focus sur le lutécium 77. Vous en avez déjà un peu entendu parler. Production, chaîne d'approvisionnement, les enjeux associés et les enjeux de santé publique. Alors sur les réacteurs électrogènes, bon, il y en a environ 400. Donc ça, c'est des données de l'AIEA. Je fais un petit focus sur les réacteurs sous pression qui ont de l'eau lourde, donc les CANDU, qui sont de la technologie canadienne. Donc en fait, ce sont des réacteurs, on fait chauffer la marmite, des générateurs de vapeur, et puis derrière, on peut faire tourner des turbines. Mais en fait, la caractéristique de ces réacteurs, c'est qu'ils sont chargés et déchargés en fonctionnement. Donc, c'est intéressant quand on veut mettre des radioisotopes à cuire, puis les retirer quand on veut, en fonction de l'activité spécifique qu'ils auront obtenue. Donc, finalement, c'est ce que font les Canadiens. Et donc, en fait, là, vous avez une photo du combustible, cette espèce de fagot, du combustible du réacteur, en haut à droite, excusez-moi. Donc, si ce fagot de combustible est remplacé par, finalement, pour aller chercher le cobalt 60, il suffit de mettre du cobalt 59. Vous mettez un fagot avec du cobalt 59. Là, les neutrons, capture neutronique, paf, cobalt 60. Vous ressortez ça au bout de 6 mois, 1 an, et derrière, vous faites l'extraction du cobalt 60. Donc voilà un petit peu un ordre de grandeur de la machine. Vous voyez le bonhomme. Ça, c'est une idée de ce que c'est ce réacteur. Et donc vous voyez qu'il y a des possibilités. Donc là, c'est juste une vue de ce que ça peut être. Et donc on va pouvoir finalement charger, décharger les cibles de cobalt 59 pour obtenir du cobalt 60. Donc là, j'ai des photos d'un réacteur canadien. Donc ça, c'est la machine qui permet le déchargement finalement des sources cobalt. Ensuite, tout ça, ça passe sous eau. Donc là, on voit les sources cobalt là, qui crachent de l'effet Cherenkov. Et donc, ça a été extrait. Ensuite, c'est mis dans un château. Et puis, ce château, ensuite, est expédié pour une utilisation, pour ensuite en faire des sources scellées. Et ces sources scellées pourront servir, par exemple, à stériliser des équipements ou au traitement que je vous ai montré sur l'aspect des tumeurs cérébrales. OK. Donc, réacteur, là, je viens au point réacteur d'irradiation de matériaux. Donc ça, c'est important de garder en tête. Qu'est-ce que c'est ces réacteurs-là? En fait, ce sont des sources intenses de neutrons. Ces réacteurs-là, ils n'ont pas comme objectif de faire de l'électricité. Ils ont comme objectif de faire des expériences à partir d'une source intense. Cette source intense, globalement, la densité de puissance dans ces réacteurs-là, elle est 10 fois supérieure à celle qu'on trouve dans un réacteur électrogène. Donc, elle va permettre finalement d'irradier des matériaux. On va voir pourquoi. Alors moi, j'adore cette photo là avec tous ces réacteurs. J'en ai vu quelques-uns, mais j'espère en voir d'autres. Voilà. Donc en fait, les réacteurs d'irradiation des matériaux, en fait, finalement, c'est un accélérateur de vieillissement. Si vous voulez vérifier que, vous savez, on veut faire durer les centrales nucléaires plus longtemps, bon, ok, on va dire, on fait durer les centrales nucléaires plus longtemps, on fait un dossier à l'autorité de sûreté. L'autorité de sûreté va nous dire, votre dossier, il est sympathique, mais
Moi, j'aimerais bien avoir des mesures, hein. J'aimerais bien avoir des valeurs expérimentales. Bah, donc, il va falloir, pour aller à 40, 50, 60 ans, il va falloir, enfin, entre guillemets, cuisiner des échantillons pour montrer que ça tient. Et ben, en fait, grâce à un réacteur expérimental, un réacteur d'irradiation, bah, finalement, on arrive à avoir 10 ans de fonctionnement en un an. Et donc, ça permet de gagner un peu de temps. Voilà. Donc, ça va permettre de contribuer à la maîtrise de la compétitivité, de la durée de vie des centrales. Ça pourrait être un soutien aux innovations et à la sûreté associée, bon, pour la génération 3, la génération 4, et aussi pour les SMR, les Small Modular Reactors. Et puis, cerise sur le gâteau, ce n'est pas seulement en fonctionnement normal. On va évidemment essayer, puisqu'on a un outil de test, d'essayer d'aller chatouiller les situations incidentelles ou accidentelles, que ce soit pour les matériaux ou pour les combustibles. Hein, parce qu'il y a des éléments, il y a des incidents ou des accidents de référence dans les réacteurs. Bah, si on est en capacité à vérifier à une petite échelle que même si il se passe ça ou ça, par exemple la gaine du combustible résiste, bah, c'est un élément très important dans la démonstration de sûreté. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un film. Built on the Cadarache site in the south of France, the Jules Horowitz research reactor, led by the CEA, is a unique project in Europe. It meets a major scientific and technical challenge, testing materials and fuels behavior under irradiation. Available to the nuclear industry, research organizations and safety regulators, it will help optimizing current nuclear reactors and preparing the future of the nuclear industry. It will also produce radioisotopes needed in both nuclear medicine and the non-nuclear industry. This experimental tool is being built within the scope of a European and international consortium. The CEA is supported by French industrial partners, EDF, Framatome, Technicatome, and Areva SA, the European Commission, international research organisations representing the interests of their own industry partners and nuclear safety regulators. The ISA label awarded to Jules Horowitz reactor by the IAEA shows the importance of this facility as a future international research platform. Research on materials and fuels under irradiation is essential to strengthen nuclear safety in power plants, extend their operating lifetime, and prepare for the future of nuclear energy. As an experimental facility, the purpose of the Jules Horowitz reactor is to provide scientific data collected in an environment that is representative of a nuclear plant, but also in incident and accident conditions. The CEA and its consortium partners are currently building the first experimental devices for the Jules Horowitz reactor. Several devices are devoted to studying nuclear fuels. The Madison loop, for irradiation studies under long-term steady-state conditions. The Adeline loop, for power transients representative of incident conditions. The Lorelei loop, for loss of coolant. LOCA, type accident scenarios. Devices to study materials. The Mika capsules, to simulate the effect of accelerated aging due to the high neutron flux. The Occitan device, to study the behavior of reactor vessel steels in support of programs focusing on extending the operating lifetime of nuclear power plants. The Chloe loop, to study the corrosion of materials under stress. The Jules Horowitz reactor is also relevant in the field of nuclear medicine. It will supply hospitals with radioisotopes used in medical imaging to diagnose or treat diseases. It will meet 25% of the European Union's requirements in this area and even provide up to 50% when necessary. Located on the CEA Cadarache Centre, the Jules Horowitz reactor will take advantage of its unique scientific and technical ecosystem. In particular, the LICA-STAR facility, a hot laboratory, carries out both destructive and non-destructive examinations on irradiated fuel samples. It can also manufacture instrumented fuel rods in view of their future irradiation in a research reactor. Fuel treatment and conditioning operations are also carried out in this facility.
Located nearby is the MARDER platform, which is specifically used to measure the radioactivity of irradiated samples from power or research reactors. Its systems can measure activity levels ranging from tenths of becquerels up to megabecquerels. These two platforms will support the Jules Horowitz research programs, from upstream research through to industrial-scale characterization. The Jules Horowitz reactor is a state-of-the-art research tool. It is highly instrumented to provide excellent control over all the operating conditions. It has also been in compliance with the highest levels of nuclear safety, i.e., improved earthquake resistance, containment vessel designed to resist external hazards, a second control room in the event of an emergency situation. Several hundred people work on this extremely complex construction site, which still requires a few more years of work before the reactor is commissioned. To date, all of the civil engineering work has been completed, and now the reactor equipment is being installed. Donc, je vais vous parler de fission. Donc, en fait, la fission, c'est un phénomène qui permet de fractionner les atomes. Et donc, en fait, on part d'atomes fissiles. Par exemple, si on prend l'uranium-235, il est percuté par un neutron. Et donc, il y a plusieurs neutrons qui s'échappent. Et on a des produits de fission. Et donc, vous voyez, il y a deux bosses spécifiques, une autour de 100 et une autour de 135. Et donc, en fait, on a une probabilité d'apparition des produits de fission plutôt dans ces zones-là. Donc, en fait, si on a une fission, on risque d'avoir des radioisotopes dans ces zones-là. On ne va pas en avoir vers 120. C'est une réaction qui a une très forte probabilité de se produire, à plus de 500 barnes. Si les neutrons ont la bonne énergie, donc on dit que c'est une énergie thermique. Et donc, en fait, pour le molybdène 99, en fait, on va faire effectivement des réactions de fission. Et finalement, on a toute cette chaîne. On arrive au molybdène 99 qui a une période de 66 heures. Et dans 87% des cas, on crée le technétium 99 métastable qui va servir au diagnostic. Ce qui est important, c'est la fission, c'est très intense, c'est très probable. Donc, finalement, avec une cible de ce type-là, vous voyez, on va pouvoir produire une cible d'une vingtaine de grammes. On va pouvoir produire du technétium 99 pour 5000 patients. Donc, la force de la réaction et la force du phénomène, c'est important. J'ai un film Molfi de 4 minutes, mais comme je suis un peu en retard, je le présenterai au moment des questions s'il y en a. Donc, le réacteur Jules Horowitz, il est conçu à partir d'un bâtiment réacteur et des annexes nucléaires. Au sein du bâtiment réacteur, on a finalement le cœur du réacteur qui est positionné dans la piscine réacteur, qui fait environ 14 mètres de profondeur. Le cœur est à une dizaine de mètres. Le réacteur Jules Horowitz fonctionnera de cycle de 25 à 35 jours à une puissance de 70 à 100 mégawatts. Et si vous avez au niveau de la figure centrale, on a une vue du cœur, du bloc pile. Donc au milieu, la partie verte. Si on regarde en bas à droite, on voit donc un cœur qui fait environ 60 cm de diamètre sur 66 mètres de haut, donc petit mais dense, 10 fois plus de densité que dans un réacteur EDF. Et puis, parce que ce n'était pas très satisfaisant en termes de volume, pour faire simple, on a créé tout autour un réflecteur de neutrons en beryllium, de façon à finalement augmenter de façon importante le volume dans lequel on pourra faire des expériences et produire des radioisotopes, sachant qu'aussi la qualité des neutrons sera un petit peu différente dans cette zone-là en fonction des besoins. Donc, des images que j'aime bien parce que c'est nos anciens d'Osiris. Donc là, on a finalement des cibles circulaires, cylindriques, prêtes sur une espèce de brochette. Là, on en a une qui va en fait qui a été irradiée dans Osiris. Donc, vous voyez les opérateurs au-dessus
au-dessus du réacteur qui sont en capacité à charger ces cibles pour une irradiation de 6 à 7 jours. Et après cette irradiation, on voit en bas à gauche donc, ce que j'ai appelé la brochette, avec on voit 3 petits cylindres bleus. Ce sont en fait les cibles MOLFI qui émettent du rayonnement Cherenkov, hein, donc qui viennent juste d'être sortis du réacteur. Donc là, il faut les laisser un petit peu tranquilles pendant quelques heures. Et puis assez rapidement, on les emmène, puisque là c'est la course contre la montre, hein, on les emmène dans une cellule blindée et on les met dans un château de transport que vous voyez ici. Ce château de transport, on le met dans un emballage, dans une coque, et cette coque, avec l'emballage, part vers les clients qui sont plutôt dans le nord d'Europe, en Belgique ou en Hollande. Dans ces clients qui sont donc les extracteurs de molybdène, extracteurs purificateurs de molybdène, ils vont faire une dissolution complète de la cible, faire des séparations chimiques qui vont bien et extraire finalement un jus une solution de molybdène 99 pure. Voilà. Donc cette solution, finalement, elle peut être, là on n'a plus besoin de châteaux qui pèsent des tonnes, elle peut être mise dans des petites fioles. Ces petites fioles sont mises dans des châteaux de transport à taille raisonnable, et ces châteaux ensuite peuvent voyager par la route, par train ou par avion assez rapidement. Et donc ils vont aller vers les fabricants de générateurs de technétium. Donc les fabricants de générateurs de technétium, ils reçoivent la solution de molybdène 99, et au sein de sur la figure en bas à droite, à gauche, vous avez l'alumine en rose. C'est une espèce d'éponge, hein, l'alumine. On va y mettre quelques gouttes de solution de molybdène 99, et ensuite on va refermer l'ensemble et on va expédier ces générateurs dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, à partir du T0, le molybdène 99 se désintègre tranquillement avec sa période de 66 heures. Et qu'est-ce qu'il apparaît? En bas à droite, vous voyez, il y a une montée du technétium 99 métastable. Donc pendant le transport, le technétium monte. Supposons que ça arrive le soir à l'hôpital. Le lendemain matin, il y a des examens qui sont prévus. Et bien en fait, les opérateurs vont faire passer une solution saline dans la petite éponge rose et extraire le jus de technétium tout en laissant le molybdène à l'intérieur. Et donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la chute à zéro, l'élution du technétium. On prend ce technétium, on peut le connecter, le marier avec des molécules biologiques, pharmaceutiques, et donc on va aller faire les diagnostics du cœur, du cancer des os, etc., etc., etc. Donc la chaîne de production, c'est la suivante, hein. Environ 200 heures d'irradiation, une extraction de molybdène qui doit prendre une journée, une production de générateur de technétium qui doit prendre aussi une journée. Et donc, grosso modo, entre la sortie du réacteur et la production du générateur de technétium, c'est 3 jours. Donc, on a perdu la moitié, mais c'est quand même utile pour le service de médecine nucléaire. Voilà, la chaîne d'approvisionnement du molybdène 99 est assez complexe. Je vais faire un focus sur les enjeux. Les enjeux, pour moi, j'en vois un. Dans les cibles en uranium, la fission, ça marche d'autant mieux que vous avez beaucoup d'uranium 235. Donc aujourd'hui, ces cibles sont enrichies avec de l'uranium 235 à 19,75%. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas producteur de ce type d'enrichissement. Donc, il y a un enjeu d'indépendance nationale européenne. Il y a des discussions en ce moment. Comment ça va évoluer, je ne sais pas, mais il y a un enjeu. L'autre enjeu, c'est évidemment, on a des réacteurs HFR, BR2, ça c'est en Europe, LVR15, qui sont assez vieux. Certains ont plus de 64 ans, d'autres moins. Enfin bon. Donc, il y a un enjeu de vieillissement sur ces réacteurs. Le RJH, quelque part, il va apporter une réponse à la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement pour le long terme. Hein, là, je vous parle du 21e siècle. D'accord. Les enjeux de santé publique, c'est grosso modo 1 million d'examens au technétium 99 par an en France. Donc, on en aura tous un jour. On a eu un petit creux, il y a eu un petit creux au niveau de 2020 avec le Covid, mais c'est reparti. Donc,
Le technétium 99, bah, ça ne baisse pas parce que le fluor monte, ça reste stable, c'est utile. Voilà, donc tout ça, c'est complémentaire. Autre façon de faire du radioisotope avec un réacteur, la capture neutronique. Donc, c'est relativement simple. Vous mettez un isotope N et vous cherchez un N+1. Donc, pour avoir le N+1, vous trempez l'isotope N dans un nuage de neutrons. Il va attraper, si la section efficace est correcte, il va attraper ce neutron. Et donc, ça va vous faire le N+1. Voilà. Donc, le réacteur Jules Horowitz, lui, il sera en capacité à produire ce type de radioisotope. Il pourra le faire dans le réflecteur à l'extérieur avec des, on va dire, des neutrons plutôt thermiques, mais aussi il pourra le faire à l'intérieur dans le cœur avec des neutrons un peu plus rapides ou aussi thermiques, avec des diagnostics, avec des radioisotopes différents. Donc là, vous avez toute une gamme potentiellement de produits qui pourront sortir du réacteur Jules Horowitz. Donc les cibles, elles sont, vous voyez, assez petites. Hein. Là, on a une image d'une ampoule de quartz. J'ai des collègues canadiens qui vous montrent cette cible. Donc en fait, cette cible est positionnée, cette ampoule de quartz, elle peut être positionnée au sein d'un tube en aluminium. Ce tube en aluminium est ensuite fermé, il est ensuite soudé, il est ensuite positionné dans le réacteur pour une irradiation avec la durée qui va bien. Après, et ensuite, à l'issue de l'irradiation, eh bien, on le sort évidemment du réacteur. Et puis là, bah, c'est la course contre la montre qui commence. Donc souvent, bah, on doit passer par une cellule blindée. Donc là, on a un canal sous eau pour y aller. Et puis là, on va rentrer dans la cellule blindée. Donc c'est jaune parce que c'est pris à partir de l'extérieur. Et donc il y a le verre au plomb qui fait cette couleur jaune. Donc on voit un bras qui porte une tige. Bah, c'est au bout de cette tige qu'il y a le conteneur avec le radioisotope. On positionne la tige sur l'outil adéquat. On voit ensuite sortir avec les bras télémanipulateurs, on voit la sortie du conteneur du dispositif d'irradiation. Et puis là, on voit sur la table finalement le conteneur avec l'ampoule. Donc là, moi, donc ça, c'est un boulot d'orfèvre. J'ai beaucoup de respect pour les gars qui font la télémanipulation, les gars et les nanas d'ailleurs. Et donc, c'est un métier à part entière qu'il faut continuer évidemment à développer. Donc, une fois que vous avez cette ampoule, bah, il faut l'envoyer chez votre client. Donc là, vous êtes avec des châteaux de transport beaucoup moins importants, hein, quelques dizaines de centimètres, quelques kilos, quelques dizaines de kilos. Donc, on est dans le cas d'un transport de type A. Et donc, ça peut partir chez votre client. La cerise sur le gâteau sur ce slide, c'est que la camionnette qui est venue le chercher avait le bon numéro d'immatriculation, donc on l'avait noté. Alors, comment on fait du lutetium 177 ? Bah, toujours mes histoires de section efficace. Hein. Vous pouvez en faire en mettant du 176 dans le réacteur, capture neutronique, et vous faites du 177. Donc ça, c'est très facile, entre guillemets, à faire. Le seul point qu'il faut mettre en avant dans ce cas-là, c'est en bas, donc en bas à gauche, vous voyez que dans la nature, il n'y a que 2,6% de lutetium 176. Donc, pareil, il faut enrichir cet isotope stable pour pouvoir aller chercher des activités spécifiques plus hautes. Hein, le produit par unité de gramme, si on met que du lutetium naturel, de l'isotopie naturelle, on n'aura pas beaucoup de produits d'intérêt, c'est-à-dire le lutetium 177, et en plus on aura pas mal d'impuretés. Donc là, il y a un enjeu, la supply chain, elle est finalement construite comme d'habitude, hein, le produit de base, l'enrichissement, l'irradiation, la radiochimie, extraction, purification. On n'est pas du tout présent en amont. Et là, c'est même pire sont donc les Russes, les Chinois et les Indiens qui sont présents. Donc il y a un enjeu sur la matière première, indépendance nationale et européenne, et c'est même des enjeux au-delà c'est des enjeux pour le développement de la filière, hein, cette matière. Voilà. Vous avez d'autres façons de faire du lutetium 77. Vous n'allez pas partir du lutetium 76, mais vous allez partir de l'ytterbium 76.
et puis ça fait une espèce de cascade que vous voyez en haut à gauche. Donc en fait, on fait avec le 176, où vous créez de l'ytterbium 77, il a une période radioactive de moins de 2 heures, et donc il fait tout de suite du lutetium 77. Dans ce cas-là, l'ytterbium d'intérêt est plutôt à 12%, donc on est un peu mieux, mais il y a toujours un enjeu sur la sécurité de supply, puisque, pareil, ça dépend toujours des mêmes entités. Donc le produit, finalement, qui sort des extracteurs purificateurs, c'est, tout à l'heure, je parlais des solutions de molybdène 99, ben là, c'est des solutions de lutetium 99. Ce qui est assez fréquent, c'est que c'est du chlorure de lutetium 77. Je me suis trompé, chlorure de lutetium 77. Et c'est ça qui est envoyé pour ensuite être connecté avec la bonne molécule. Les enjeux de santé publique, eh ben, en fait, ils sont là. Donc, ça, c'est la thérapie en France. Donc, vous voyez qu'en France, aujourd'hui, thérapie, l'iode, 10 000 personnes. Le lutécium, on en est à 400. C'est en 2021. En 2019, il y avait 15 personnes. On est à 400 en 2021. Ça monte doucement avec tous les développements dont je vous ai parlé. Il y en a un, c'est pour les tumeurs neuroendocrines, le Dotatote. Le PSMA, c'est pour la prostate. Et ça se développe. On peut noter aussi qu'on a des microsphères spécifiques là, d'yttrium 90. Ça sert pour les cancers du foie. OK, je termine avec les autres enjeux et considérations. Donc, santé publique, j'en ai déjà parlé. Chaîne d'approvisionnement matières premières, vous avez compris. Donc, des aspects outils d'irradiation, viabilité économique des outils d'irradiation, c'est important pour moi. Des aspects logistiques. Qu'est-ce qui se passe en milieu hospitalier? Moi, je vous dis que ça se développe, mais qu'est-ce qui se passe en milieu hospitalier? Et puis, moi, il me semble important de mettre en avant la nécessité de créer des filières nationales, voire européennes. Bon, les enjeux des outils d'irradiation, ils sont relativement simples. Accélérateur, bah, ça roule, hein, c'est des investissements privés, la machine ne coûte pas trop cher, c'est rentable tout de suite, pas de souci. Les réacteurs électrogènes, bah, y a eu un opportunisme industriel de nos amis canadiens, bah, c'est quelque chose qui marche bien, qui avance. Je crois que 2064, hein, ils ont prévu de continuer les Candu, donc ils ont un bon business plan. Ils viennent même maintenant essayer d'aller chatouiller la thérapie avec du production de lutetium 77 éventuellement. Alors les réacteurs d'irradiation, bah, en fait, on est un petit peu comme pour les réacteurs électrogènes. On a une flotte qui est vieillissante. C'est même pire que pour les réacteurs électrogènes, hein, puisque c'est plutôt début des années 60, voire fin des années 50 pour LDR15. Voilà. Donc, en fait, on essaie de compenser comment pour l'instant? Ben, on compense en essayant d'avoir une planification sans faille des différents réacteurs, européens et mondiaux. On essaie de faire durer plus longtemps les réacteurs. La communauté essaie de faire ça. Et puis, quand on décide de construire, ben, on construit, on démarre les nouveaux réacteurs. Et on se pose la question, est-ce qu'on va en faire des réacteurs à usage multiple, c'est-à-dire radiation technologique pour l'industrie ou radioisotope, ou seulement radioisotope. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Voilà, et ça dépend des pays, ça dépend des financiers, mais c'est souvent des réacteurs à usage multiple, c'est-à-dire multipurpose. Et puis derrière, il y a le coût et le délai. Ce sont des projets complexes. On rame. C'est une forme d'analogie avec ce qu'on a sur les réacteurs électrogènes qu'on n'a pas construits depuis une vingtaine d'années. Bah, c'est un peu la même chose pour les réacteurs expérimentaux, quel que soit le pays. Voilà. Et donc, ce qui est important, hein, c'est vraiment, on a besoin d'avoir une sécurité d'approvisionnement à long terme. Et long terme, c'est plusieurs décennies. Aujourd'hui, il y a des potentialités sur ces thérapies. S'il n'y a pas une visibilité claire sur la production en amont, ça risque de flancher, quoi. Voilà, donc il faut travailler là-dessus. La viabilité économique des outils, ça c'est important aussi, hein. Il faut les faire, mais il faut les exploiter, il faut que ça soit le plus rentable possible. Donc, accélérateur, la chaîne de valeur, elle est complètement saine, hein. Je vous ai parlé d'un examen à 800 ou 1000 euros. Dans le cas du molybdène qui vient molybdène 99 qui vient des réacteurs, c'est 300 euros. C'est historique, mais c'est donné que 300 euros, donc il en retourne moins au réacteur. Sur les aspects réacteurs d'irradiation, les investissements sont très lourds.
On a une chaîne de la valeur qui est complètement biaisée historiquement, parce que historiquement, les réacteurs des radiations, quand ils ont vu arriver le médical, ils ont dit ah, venez, venez, on va vous faire ça, allez, gratos. Et puis, c'est resté. Hein. Et donc, il faut ramer pour regagner quelques pourcents, alors que c'est plutôt quelques facteurs qu'il faut. Enfin, il faudrait regagner un facteur 10. Voilà. Et donc, il est important de mettre en place quelque chose qui s'appelle le full cost recovery, c'est-à-dire les clients payent l'ensemble du coût, y compris les investissements. La viabilité économique et des outils de radiation, elle est aussi en connexion avec le monde des médicaments radiopharmaceutiques. Il y a un rapport de force entre les petits irradiateurs et les gros labos pharmaceutiques. Et ensuite, il faut vraiment que ça soit équilibré dès le début avec les nouvelles radiothérapies internes vectorisées. Ce que je vous présentais sur le PSMA 617 puis Victo, l'injection c'est 15 000 €. Il peut y avoir entre 4 et 6 injections. Voilà. Donc c'est des traitements à 60, 70 000 €. Voilà. Bon. Après, si ça devient très fréquent, il y a les contraintes financières des systèmes de santé. Voilà. Mais il y a quand même quelque part, il est nécessaire qu'il y ait un juste retour sur les investissements très lourds qui sont faits pour pouvoir alimenter ces chaînes d'approvisionnement. Donc, toujours mon petit dessin, un enjeu, les transports de matières. Vous avez compris qu'entre toutes ces boîtes oranges, il y a beaucoup de connexions et donc il y a beaucoup de transports. Juste un chiffre, hein, en France, il y a environ presque 1 million de colis qui se baladent tous les ans. Voilà, environ 600 000 transports. Parmi ces 600 000 transports, c'est presque 30%, c'est le médical. Donc ça veut dire que voilà, il y a 200, 250 000 transports rien que pour le médical. Donc il faut absolument que ces transports soient fluides, ils soient faits en sécurité, que si ça doit un peu bouger le week-end, ça bouge parce que ça sert à la santé publique. Voilà, il y a des esprits à formater pour le service public, pour la santé, et il y a un travail à faire là-dessus. Le déploiement hospitalier, en fait, pendant longtemps, les oncologues, ils pensaient à la radiothérapie interne quand vraiment il n'y avait plus rien pour soigner le patient. Donc, ce qui est important, c'est ce que j'ai essayé de vous mettre là, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire qui vont décider de la thérapeutique à mettre en place sur tel ou tel patient. Donc, il faut que l'oncologue, il faut que le clinicien, il ait conscience qu'il a dans sa palette cette radiothérapie interne vectorisée. Voilà. Donc, ça se met en place. Là, c'est un exemple du livret de patient que vous pouvez qu'il est possible de recevoir à l'Institut Paul Calmette si vous êtes intégré dans un programme de radiothérapie interne vectorisée. Et il est indiqué qu'effectivement, la réunion de concertation pluridisciplinaire a décidé que. Et voilà. Donc, c'est aussi un changement de mentalité des oncologues qui doivent savoir qu'ils ont dans leur palette de soins cette radiothérapie interne vectorisée. Mais ça change en ce moment, ça évolue. Et une fois qu'on a dit qu'on va soigner les patients, il faut que les hôpitaux soient en capacité à avoir les chambres pour recevoir les patients en thérapie avec la capacité à finalement que les patients puissent faire pipi, etc., etc., etc. Donc ça aussi, donc il y a des efforts qui sont faits à la Timone en ce moment pour non seulement séparer le diagnostic de la thérapie et pour recevoir les effluents ad hoc. Dernier thème, la création de filières nationales voire européennes. Juste pour vous rappeler, développer un médicament radiopharmaceutique, ça prend une décennie. Sauf il y a eu le Covid, où ça a pris 2 ans, 1 an. Mais en général, un médicament, ça prend une décennie. C'est très comparable avec qualifier un combustible nucléaire, d'ailleurs. Donc il y a l'idée, il y a du préclinique, il y a les essais cliniques phase 1, phase 2, phase 3, puis après, il y a les autorisations de mise sur le marché. Donc il y a plein de choses à créer. Moi, là, vraiment, pour moi, il y a une dynamique à créer, alors on va dire dans la région sud, voire aussi en France. Si on prend l'exemple de nos amis belges, eux, ils ont déjà mis en place la dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur, d'un côté, le radioisotope, de l'autre côté, la radiochimie, les aspects radioprotection.
les aspects production d'isotopes pour les cibles, les aspects tests in vitro, les aspects tests in vivo. Donc cette vision filière, bah, il faut la porter, il faut qu'elle avance et qu'elle se construise. Donc c'est un sujet qui pourrait être mis, par exemple, dans une maille du CEA. Raison. Alors, on ne fait pas rien. Il y a quand même aussi des positionnements. Donc là, par exemple, on a été se positionner. Là, on est dans des radioisotopes innovants. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment au tout début. Il n'y a même pas eu d'essai clinique de fait. Hein, on n'est même pas au préclinique. On va peut-être en faire du préclinique. Donc là, il y a un programme européen qui s'appelle PrisMat. On voit que les petits points en France sont pas mal positionnés. Donc on est en train de travailler. Et donc là, vous voyez, tous les points roses, c'est des radioisotopes potentiels qui peuvent potentiellement servir à la médecine. Voilà. Je vais venir à la conclusion. Donc, je vous ai parlé des usages médicaux des radioisotopes. Je vous ai parlé des chaînes d'approvisionnement. Vous avez tout compris sur la production par accélérateur et par réacteur. Et j'ai essayé de vous parler de certains enjeux. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça me tient à cœur. Hein, le réacteur Jules Horowitz, lui, qu'on est en train de construire, le CEA est en train de construire, avec ça, il va être quand même un acteur super important pour ce siècle. Hein, on construit le réacteur pour 5 décennies. Il va être là, il faut construire. On va être là. Ben, par rapport à ce que j'ai dit, pour moi, il faut être partie prenante des filières radiopharmaceutiques et industrielles actuelles et celles qui sont en développement. Ça, c'est fondamental. Alors, j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai retrouvé un logo du CEA et c'est de la recherche à l'industrie. Donc, voilà. Oui, je sais, mais j'ai retrouvé, tu vois, j'ai fait de l'archéologie. Voilà, je vous remercie de votre attention, je remercie la Sven Provence et vraiment, merci beaucoup. Vous avez des questions? Excuse-moi, je pourrais passer le film Molfi s'il faut. Ouais. Merci Jean-Pierre. Bon, tu as pris un peu plus de temps. Ouais, mais j'avais commencé en retard. Hein. Oui, tu as raison. Ouais, et puis j'ai le droit de prendre plus. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oh là. Oui, compte tenu du problème que vous avez évoqué des transports, des radioisotopes, de leur période et tout, pourquoi est-ce qu'on ne rapproche pas les patients des réacteurs? Je crois que c'est ce qui se fait, par exemple, à Petten, aux Pays-Bas, où il y a un certain nombre de chambres où on peut irradier directement. Donc ça, c'est la technique... on vous injecte du bore dans le cerveau et on vous balance un rayon des neutrons sur le cerveau. Donc ça, c'est il y a très peu d'examens comme ça. Comment vous, en fait, j'ai parlé d'1 million d'injections, 1 million de patients. Aujourd'hui, ça ne serait pas possible d'amener 1 million de personnes près des réacteurs. Donc en fait, ce que vous dites, c'est pour un type, c'est la thérapie boron capture. Boron-neutrothérapie, c'est quoi? C'est 100 cas par an. Voilà. C'est marrant parce que la première fois que je suis allé à Obninsk, à l'époque de l'URSS, j'étais un jeune ingénieur, et sur le réacteur expérimental, à côté, j'ai vu arriver une ambulance. Ils ont sorti effectivement une personne qu'ils ont rentrée dans le réacteur, comme ça. Donc ça avait déjà commencé. Ça, c'était dans les années 80. Ouais, mais ça... C'était pas forcément pour le soigner, mais bon. Voilà. Je ne sais pas, mais bon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, félicitations pour cette présentation. En ce qui concerne la production de l'oxygène 18, je suis un peu étonné parce que Air Liquide, c'est une des entreprises françaises, une des plus connues sur le plan mondial pour la fabrication de l'oxygène. J'imagine qu'ils ont été sensibilisés sur ce problème de fabrication de l'oxygène 18. Et dans quelle mesure on ne pourrait pas les solliciter? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, ça concerne un peu la problématique de la formation des gens, parce que entre la production, on a bien compris comment on produisait les isotopes, le transport, bon, c'est un peu compliqué, et surtout la manipulation des isotopes. Et vous n'avez pas beaucoup parlé du traitement des effluents. Est-ce qu'on pourrait dégager un bénéfice pour traiter les effluents sur les isotopes? Alors, la question sur les effluents, elle concerne les effluents à l'hôpital. Alors, le principe de base à l'hôpital, c'est éviter d'avoir des effluents radioactifs. Donc, par exemple, ce que font les hôpitaux, c'est
ils ont 2 cuves. Je parle des effluents d'origine humaine. Hein. Ils ont 2 cuves. Donc, le mois de mars, ils ouvrent la cuve 1 et tous les effluents vont dans la cuve 1. On passe au mois d'avril, c'est la cuve 2. Comme les traitements sont plutôt, par exemple, iode 131, période radioactive 8 jours, finalement, au bout d'un mois, il n'y a plus rien. Et donc, ils peuvent rejeter les effluents aux eaux vannes, aux eaux usées, quoi. Donc ça, c'est plutôt la technique utilisée dans les hôpitaux français aujourd'hui. Il y a d'autres pays où on vous fait l'injection et au bout de 6 heures, on vous dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Donc voilà. Alors ça, c'était la question sur les effluents. Après, l'oxygène 18, c'est des niches... c'est des niches, c'est des toutes petites sociétés en général. Voilà. Donc Air Liquide a certainement une capacité à faire de l'oxygène 18. Après, est-ce qu'il aura la capacité à être compétitif par rapport à des structures légères qui font que du 18, que de l'oxygène 18? Je ne sais pas répondre. Mais je garde en mémoire que Air Liquide. Merci. Oui, merci pour votre exposé. Je voulais revenir sur un aspect un peu historique là, pour le technetium 99. En 2015, il y avait eu une question au Sénat, donc posée à la ministre de la Santé, Madame Touraine, et qui disait donc comme le RJH ne va pas entrer en production après l'arrêt d'Osiris, comment ça va marcher? Est-ce qu'il y aura un problème, une tension Et la ministre avait répondu, comme Osiris doit s'arrêter en 2016 et le RJH doit entrer en production entre 2018 et 2020, ça va s'arranger facilement avec les autres fournisseurs européens. Donc maintenant, pour le RJH, on a changé complètement d'espace-temps. Voilà, l'espace-temps. Alors comment ça se présente? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc vous dites effectivement, Osiris s'est arrêté fin décembre 2015 et le RJH n'a pas démarré le 1er janvier 2016. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nos collègues et concurrents ont juste pris notre place, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à plus produire. Et quand on était potentiellement producteur avec le RJH, ils disaient ouais, c'est bien, mais n'étant pas présent en 2016, le marché finalement a pris le dessus. Les différents réacteurs ont dit, au lieu de mettre 4 dispositifs d'irradiation de cible MOLFI, on va en mettre 5 ou 6. Et puis finalement, on va gagner on va mieux financer notre réacteur. Donc le marché, il s'est régulé. Premier point. Deuxième point, il y a quand même eu une éducation du monde médical. En fait, au cours des années, avec les pénuries, le monde médical a moins gâché le technetium 99 métastable. Donc, il faut savoir qu'avec, si je vous dis par exemple qu'en 2010, avec 100, avec un niveau de 100, on soignait 100 patients. Et bien maintenant, avec un niveau de 100, on soigne 150 patients, parce qu'on ne gâche pas. On peut très bien faire, mieux programmer les examens. On peut très bien en faire jusqu'à 20h le soir, voire 23h, etc., etc. Donc on utilise un peu mieux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie. Si et seulement si, pour être clair, les 2 gros réacteurs européens que sont HFR et BR2 sont en ligne. Dès qu'il y en a un des 2 qui est bancal, là, il y a un souci. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ta présentation. On va parler un petit peu gros sous. Tu as pas mal parlé du prix des examens, à 300 balles pour une piqûre et une photo, etc. etc. Quand on connaît un peu le cycle de vie des réacteurs, alors je caricature peut-être un peu, un réacteur ça coûte très cher à construire, ça coûte très cher à démanteler, et finalement au milieu le coût de fonctionnement il n'est pas énorme. Donc dans les réacteurs que tu nous as présentés, ils ont 2 clients, ils ont les marchands de kilowattheure, les marchands d'électricité, et puis les marchands de Becquerel, de radioisotope médical. Comment on peut ventiler le coût d'investissement, le coût de démantèlement entre ces 2 clients, sachant qu'il y en a un
qui est relativement volatile, la production électrogène. En fait, c'est assez simple. Hein. Il suffit de. Enfin, il y a différentes écoles. Il suffit de dire tel client utilise tel pourcentage du réacteur et on va lui faire payer ce pourcentage-là. Voilà. Donc, si, puisque si tu produis aujourd'hui, enfin, en tout cas, un réacteur multi-utilisation, multipurpose, il va avoir une capacité de production des radioisotopes dans un périmètre du réacteur, ça va être dédié aux radioisotopes. Il ne va pas pouvoir, de toute façon, il ne va pas aller prendre les expériences liées aux réacteurs électrogènes. Il ne va pas prendre les places. Donc, il va y avoir une distribution harmonieuse des dispositifs expérimentaux et une planification harmonieuse des irradiations. Voilà. Donc, à plus ou moins, je dirais, 20%, tout ça, ça passe. Voilà. Donc, après, l'enjeu, c'est de faire payer un pourcentage de l'investissement, de l'exploitation. Voilà. À un moment, j'ai parlé multipurpose dédié. Effectivement, donc aujourd'hui, les réacteurs dédiés, en fait, les projets de réacteurs dédiés, donc réacteurs d'irradiation à base de fission dédiés radioisotopes, ils s'arrêtent au niveau papier. Voilà. Quand on a un investissement sur un accélérateur, c'est 10 millions d'euros. Un réacteur, c'est plus qu'1 milliard. Voilà. Oui, merci pour ton exposé. J'avais juste une question, mais en partie répondu avec la deuxième question, monsieur. Je t'en prie. Voilà, donc, dans la présentation qui était claire, on voit bien que tous les réacteurs qu'on utilise aujourd'hui, les réacteurs d'irradiation, hein, quand j'ai appelé les camettes la dernière fois, ils m'ont dit que les produits qu'on sert aujourd'hui pour vous viennent de Pétain. Voilà, oui. Donc, c'est clair que ça ne vient pas de chez nous. Le RJH, j'étais à Cadarache en 2007 quand on a signé l'agrément pour le lancement de Cadarache. On a dit que ça démarrait en 2013, quand vous avez dit que ça s'arrêtait en 2015. D'accord, bon, ok, je connais bien l'histoire depuis le début. Ça me manque que par rapport aux réacteurs dédiés, justement, est-ce que vraiment c'est condamné? Parce que vu le développement qu'on peut penser très très important de la médecine nucléaire, et j'en parlais avec Jean-Paul Calmette la dernière fois, ou des gens de Datimon, tous me disent qu'ils voient un développement très important. Est-ce que finalement, si la médecine nucléaire se développe beaucoup, il n'y aura pas un intérêt in fine à construire des réacteurs dédiés? Parce qu'on voit bien que les réacteurs comme le RJH, c'est une principale difficulté, c'est qu'il est multi-emploi. Et à vouloir tout concilier dans un même réacteur, on se heurte aux difficultés qu'on connaît tous très bien pour le RJH aujourd'hui, pour le faire démarrer. Si on avait des réacteurs plus petits, plus modestes, mais dédiés à la production de radioisotopes, est-ce que finalement ce ne serait pas aussi compétitif vu le développement de la médecine nucléaire tel qu'on peut l'envisager? Merci pour cette question. Je suis complètement en phase avec toi. Moi, à un moment donné, j'ai dit Novartis a racheté une boîte 4 milliards de dollars. J'ai dit. En fait, cette boîte, elle avait juste développé la molécule qui avait permis de faire l'essai Nether 1, le premier que je vous ai montré en vous parlant de l'explosion de la radiothérapie interne vectorisée. Donc Novartis a racheté 4 milliards de dollars la boîte, et puis 3 mois après, a racheté 2 milliards de dollars une autre molécule. Et avec ça, ils font le Pluvicto, celui de la prostate. Moi, j'ai eu Philippe Storr en face de moi, alors je ne sais pas si vous connaissez qui c'est Philippe Storr. Je lui ai dit, moi, je serais Philippe Storr, je prendrais mon téléphone et j'appellerais le patron de Novartis. Voilà. Est-ce que vous avez un enjeu de santé publique? Voilà. C'est quoi votre stratégie à 40 ans? Voilà. Je sais. Donc quand je dis il faut s'intégrer, être partie prenante des filières, eh ben, non seulement il faut le faire avec Novartis, mais avec tous les autres. Donc il faut faire redescendre les laboratoires pharmaceutiques qui financent finalement les producteurs de matières premières. Donc je suis en phase avec ce que tu dis. Voilà. Et donc c'est ce que j'appelle les filières. Voilà. Après, la réalité du moment, c'est qu'on a un outil de radiation potentielle à Cadarache qui aussi... Non, mais voilà. Parce que la réalité des projets papier d'aujourd'hui, ce que j'ai dit, les réacteurs dédiés radioisotopes ne sont souvent restés qu'à niveau papier parce qu'il y a une frilosité des investisseurs pour faire que du dédié. Voilà. Alors que si tu vas chercher toute la palette irradiation technologique,
réacteur électrogène et radioisotope, bah, tu as un peu plus de clients potentiels. Voilà. Il y a des enjeux très forts sur les. On pourrait refaire une conférence sur les isotopes stables. Hein. Je veux dire, il y a un enjeu fort de. Voilà. Après. Il y a certains matériaux qui rentrent maintenant dans la qualité des matériaux stratégiques. Oui. Comme il y en a dans le nucléaire. Oui. On prend une dernière question. Sinon, on vous invite à partager un verre. OK. Merci Jean-Pierre. Au revoir.